Caractère, mouvement, ça vous va bien. Vous avez sur scène les co-organisateurs de ces assises européennes de la transition énergétique. Patrice Vergrit, président de la communauté urbaine de Dunkerque, vous accueille. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de l'ADEME, mesdames et messieurs, bienvenue à Dunkerque. Bienvenue à Dunkerque, on est heureux, très sincèrement, de vous accueillir. Vous avez vu à travers ce film quelques images de notre territoire, quelques spécificités, quelques éléments de notre caractère. Vous êtes ici sur un territoire à la fois résilient et innovant. Vous êtes nombreux dans cette salle sans doute à avoir vu le film de Christopher Nolan qui retrace son histoire tragique au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a beaucoup façonné son destin par la suite. On en parlera puisque ça a été finalement le destin d'un grand bassin industriel reconstruit sur le modèle urbain de la reconstruction et donc plutôt un modèle favorable à la voiture, donc je pense qu'on l'évoquera. Mais vous êtes aussi sur un territoire où la population est particulièrement accueillante, vous avez déjà pu le tester un peu, chaleureuse, festive. Vous aurez à mon avis à un moment donné une petite ambiance du carnaval, j'en suis certain, mais aussi courageuse avec le sens de la valeur travail ici. Vous êtes aussi sur un territoire qui vous surprend, qui vous surprendra, au milieu insolite, assez
à ces endroits un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une agglomération, mais qui vous font à chaque fois chavirer. Voilà, vous l'avez compris, en tant que maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine, je suis amoureux de ce territoire, mais vous verrez qu'on peut partager l'amour de ce territoire assez facilement. Je vais commencer évidemment ces assises par des remerciements. Remerciements bien entendu à l'ADEME et à son président de nous accompagner chaque année au niveau de l'organisation de ces assises. Remerciements à Bordeaux et au Grand Genève, avec qui maintenant nous partageons cette belle aventure des assises de la transition énergétique. Remerciements à tous ceux qui vont se succéder pour intervenir, à tous les partenaires aussi qui sont engagés, notamment les partenaires financiers qui nous aident dans l'organisation de ces assises. Et un remerciement avant même la clôture de ces assises à toute l'équipe des agents communautaires qui se sont mobilisés. Vous les avez vus, ils sont un peu partout, les agents de la communauté urbaine de Dunkerque qui permettent l'organisation de ces assises. Alors, pour commencer simplement l'ouverture de ces assises, nous avons 20 ans. Pour certains, ça nous rajeunit, à mon avis pour la plupart. Nous avons 20 ans aujourd'hui. Les assises de la transition énergétique, qui s'appelaient les assises de l'énergie à l'époque, était né d'une vision, d'une triple vision ici à Dunkerque. D'abord, l'idée que l'énergie allait devenir un thème qui monte, et ce, au milieu des années 90, ce n'était pas forcément évident, que les collectivités locales y joueraient un rôle absolument essentiel sur ces problématiques énergétiques. Et là, au milieu des années 90, il fallait quand même être visionnaire pour le repérer, tant les sujets étaient traités à l'échelle nationale. Et puis, plus particulièrement à Dunkerque, allait jouer une partie de son destin et une grande partie de son destin sur les questions énergétiques. Ces trois visions se sont avérées exactes. Et 20 ans après, alors qu'il y avait entre 200 et 250 participants aux premières assises de l'énergie en 1999, vous êtes aujourd'hui plus de 2500, ce qui montre effectivement l'envergure qui a compris ces assises, et la dimension maintenant, non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, avec la multiplication des sites. Il nous faut encore relever des défis dans les années qui viennent. Je pense que cette année, on parlera beaucoup collectivités locales et transition énergétique. Et je remercie Monsieur le ministre de sa présence. J'espère qu'il nous confortera dans cette idée de la participation des collectivités locales, y compris avec des moyens, Monsieur le ministre. On l'attend tous. Voilà. Et puis aussi un autre défi qui est, dans l'air du temps en ce moment, c'est la capacité à réussir à faire de la transition énergétique une ambition populaire, une dimension partagée qui intègre l'ensemble des citoyens et des habitants de notre pays et même au-delà. C'est un enjeu décisif. Nous ne ferons pas dans une société démocratique la transition énergétique ou la transition écologique sans la population. Et je pense que c'est un sujet qu'on évoquera également largement. Alors, bienvenue à Dunkerque. Merci de votre présence et d'excellentes assises. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alain Juppé n'est pas avec nous aujourd'hui. Le président de Bordeaux Métropole a néanmoins tenu à s'adresser à vous par vidéo et vous allez comprendre tout de suite pourquoi il n'est pas avec nous. Écoutez-le. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis réellement navré de ne pouvoir être aujourd'hui à Dunkerque pour ce 20e anniversaire des Assises européennes de la transition énergétique. Pour des raisons apparente, je suis obligé provisoirement de limiter mes déplacements en dehors de Bordeaux. Je voudrais donc présenter mes excuses à mon collègue Patrice Vergriette, le maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine, ainsi qu'Arnaud Leroy, le président de l'ADEME. J'aurais aimé débattre aussi avec Anne Hidalgo ou Chantal Joanneau, que je salue amicalement. Permettez-moi de faire 2 ou 3 remarques. Un premier point positif, il y a aujourd'hui, à part quelques poches de résistance que j'hésiterais à qualifier d'intellectuelles, un large consensus pour réagir à la gravité de la menace qui pèse sur l'avenir de l'humanité. Le réchauffement climatique, le recul spectaculaire de la biodiversité, bien sûr, et aussi l'épuisement des ressources rares. Deuxième point positif, une vraie volonté politique se manifeste sur le terrain, notamment dans nos collectivités. À Bordeaux comme ailleurs, nous avons adopté un plan climat-énergie territorial ambitieux en juillet dernier que nous mettons en œuvre. Et puis un troisième point qui, lui, est un peu moins positif, c'est que nous n'allons pas assez vite, y compris chez moi,
Il faut donc accélérer pour la rénovation thermique des bâtiments, accélérer pour changer nos modes de déplacement, accélérer aussi pour transformer nos habitudes alimentaires. Bref, un rendez-vous comme celui des Assises européennes de l'énergie est important, parce qu'il permet d'échanger les expériences, il permet aussi d'explorer toutes les pistes d'innovation qui vont nous aider dans ce grand processus de transformation. Mes chers amis, je vous souhaite donc de fructueuses rencontres et vous serez naturellement les très bienvenus l'an prochain, je crois, à Bordeaux. Merci pour cette intervention. Et de ces deux premiers propos entendus, on aurait pu nourrir ce nuage de mots qui va revenir à l'écran, puisque c'est votre production. Les mots que vous avez le plus cités: curiosité, j'espère qu'on va l'assouvir pendant ces 3 jours, l'urgence qui claque là au milieu, et qui est vraiment un mot-clé et un fond de décor important pour ces 20e assises, la motivation, en face de l'inquiétude, l'enthousiasme également, l'impatience à côté de l'urgence. Donc c'est intéressant d'avoir ça en toile de fond, et ces mots vont certainement vous inspirer, Monsieur le Ministre. Merci pour votre présence. Je vous invite à rejoindre le pupitre. François de Rugy, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. J'ai vu que sur le nuage de mots, comme on dit maintenant, le mot sceptique était écrit en petit au départ et qu'il avait même disparu sur la 2e projection, donc je m'en félicite. Monsieur le maire de Dunkerque et président de la communauté d'agglomération, mesdames et messieurs les parlementaires, les élus, monsieur le président de l'ADEME, cher Arnaud Leroy, madame la présidente de la Commission nationale du débat public, chère Chantal Joanneau, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ouvrir ces assises de la transition énergétique, ces assises européennes. Et je dois dire que j'y reviens en quelque sorte avec plaisir et avec mes responsabilités actuelles, y ayant déjà participé ces dernières années, que ce soit en tant que député ou que ce soit encore un peu avant, en tant qu'adjoint au maire de Nantes et vice-président de la communauté urbaine de Nantes. Et je crois qu'il y a, et nous y reviendrons, une forme de continuité d'action, en tout cas je le souhaite, entre l'action locale et l'action nationale, dans les deux sens. L'action nationale de l'État peut s'inspirer, doit s'inspirer des initiatives locales, qui sont autant de possibilités d'expérimentation que l'on peut, à un moment donné, vouloir généraliser, tout comme, bien sûr, l'action locale doit décliner, doit mettre en œuvre au plus près des réalités vécues par nos concitoyens, des décisions, des législations, des plans, des stratégies qui ont été décidées au niveau national, par le gouvernement, par le Parlement, mais aussi à l'échelle internationale. Ce que nous faisons avec la stratégie nationale bas carbone, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce n'est en quelque sorte que la déclinaison française des engagements internationaux que nous prenons, notamment dans les conférences internationales pour la lutte contre le dérèglement climatique. Je suis heureux aussi d'être ici parce que je sais que ici sont réunis et donc travaillent ensemble, non seulement pendant ces 2 jours, mais en réalité tout au long de l'année, à la fois des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux, ou en tout cas des agents des collectivités locales, qui font vivre aussi la mobilisation des services des collectivités locales, mais aussi des professionnels de l'énergie, des acteurs au sens le plus large de l'énergie. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, monsieur le maire, en 20 ans, les assises de l'énergie sont devenues les assises de la transition énergétique. Et de même, je le dis à monsieur l'animateur, si je puis dire, le ministère ne s'appelle plus ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, mais le ministère de la transition écologique et solidaire. Et ce n'est pas qu'une question de mots, c'est aussi cette idée que nous devons conduire une transition pour des objectifs écologiques et dans une démarche solidaire. J'y suis particulièrement attaché et je crois que c'est une demande très forte des Français qui s'est exprimée aussi ces dernières semaines, ces derniers mois, dans ce qu'on a appelé notamment le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est en effet un contexte particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui, un contexte particulier
lorsqu'il y avait ces 20 ans de ces assises, et encore une fois, bravo de faire vivre dans le temps et de le faire à l'échelle européenne, mais aussi parce que il y a eu donc ce mouvement qui a beaucoup, on peut le dire, secoué la France, bouleversé même peut-être un certain nombre d'idées, un certain nombre de visions. Après tout, ce sont des choses qui arrivent et qui sont déjà arrivées dans l'histoire de notre pays. C'est parti au départ de, sinon la taxe carbone, en tout cas le prix des carburants, donc un enjeu d'énergie, les prix de l'énergie du quotidien, en tout cas pour beaucoup de nos concitoyens. Le carburant, c'est l'énergie qu'ils consomment au quotidien, été comme hiver, contrairement au chauffage, et pour se déplacer tous les jours. Et il faut évidemment, il ne faut pas oublier ce point de départ, même si je crois qu'on l'a bien vu, même si certains essayent souvent de ramener le problème à la taxe carbone, au prix des carburants, que c'est un problème beaucoup plus vaste que beaucoup de Français ont voulu poser, qui est celui du pouvoir d'achat, du niveau de vie, du niveau de revenus, du niveau d'impôts et taxes. Et la taxe carbone avait sans doute le principal défaut d'être en quelque sorte la dernière couche, qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres couches de fiscalité qui pèsent lourd dans le budget de chaque Français et qui pèsent lourd sur l'économie du pays. Et nous sommes engagés d'ailleurs depuis 2017 dans une politique de réforme et de baisse des impôts. Nous l'avons d'ailleurs accéléré avec les mesures prises à la fin de l'année. Et bien sûr, nous reviendrons, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, sur la question de la fiscalité écologique, de la taxe carbone notamment, parce que je crois qu'aujourd'hui, on le ressent peut-être plus concrètement. Si au mois d'octobre, quand les prix du pétrole avaient fortement augmenté sur les marchés mondiaux, cela s'est répercuté, et c'est logique, sur les prix à la pompe, comme on dit, le prix des carburants dans les stations-service, c'était plutôt de l'ordre de 20 centimes d'augmentation à ce moment-là. La taxe carbone, sur ces 20 centimes, elle ne représente que 3 centimes. Et ce qui aurait dû être appliqué au 1er janvier de cette année, c'était 3 centimes. Alors que par ailleurs, les prix du pétrole, c'est tout le paradoxe de ce qui se passe sur les marchés mondiaux, et donc aussi des situations sociales, économiques, politiques que nous vivons, c'est que les prix du pétrole n'ont jamais été aussi bas. Aujourd'hui, là, au jour où nous nous parlons, c'était le cas aussi au 1er janvier, et que d'ailleurs on voit bien la difficulté dans notre mode de fonctionnement politique d'être capable de nous adapter à des facteurs externes, et là qui touchent à la géopolitique mondiale. Le contexte dans lequel nous agissons, c'est celui-là. Mais c'est aussi par rapport aux enjeux politiques. Quelques mois après, d'ailleurs presque 2 mois après la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie, vous avez sans doute suivi avec attention, et pour laquelle je veux vous dire que nous allons la présenter dans sa version, cette fois-ci, j'allais dire réglementaire, en tout cas dans le document officiel, dans les jours qui viennent. Et ensuite, elle va, bien entendu, suivre la procédure normale, comme souvent dans notre pays, est une procédure longue. Et le fait que nous ayons d'ailleurs fait une concertation, une consultation, menée par la Commission nationale du débat public, dont je tiens à saluer les travaux sur ce sujet comme sur d'autres, eh bien, ne nous dispense pas d'avoir de nouveau une consultation du public après. Mais dans les 3 mois qui viennent, il y aura bien sûr la saisine de l'autorité environnementale et également plus de 5 procédures de consultation, y compris avec nos pays voisins, pour coordonner notre politique. Vous le savez, et je tiens à le rappeler, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est en quelque sorte la stratégie française pour l'énergie pour les 10 ans qui viennent, elle repose sur quelques piliers à la fois simples et extrêmement forts et lourds, bien sûr, de conséquences en termes de transformation. C'est une politique de transformation profonde de notre politique énergétique. Moi, je considère que c'est sans doute un virage qui a été amorcé par la loi de 2015, un virage aussi important que nous prenons, que notre pays prend, que celui qui a été pris dans les années 70 avec la mise en œuvre du programme électronucléaire français. Et donc, ce n'est évidemment pas quelque chose de simple,
à mener, mais c'est quelque chose que nous vivons comme une opportunité et dont nous voulons que les Français puissent se saisir. Premier pilier, les économies d'énergie. Et voilà bien un sujet sur lequel les Français en seront les premiers bénéficiaires. Évidemment, cela nécessite un certain nombre d'investissements, un certain nombre de choix. C'est particulièrement valable aussi pour les collectivités locales, pour elles-mêmes, pour leur patrimoine immobilier, leurs différents bâtiments, mais aussi, bien sûr, pour les services aux concitoyens. Et vous m'avez sans doute déjà entendu, et je le redis, chaque fois que j'en ai l'occasion, parler du mot d'ordre qui est le nôtre et qui est de libérer les Français du pétrole, libérer les Français des énergies fossiles. Et ça, c'est un enjeu extrêmement fort, puisque c'est une baisse de 40% de la consommation d'énergie fossile à l'horizon 2030. Un objectif plus ambitieux que ce qui avait été prévu en 2015, où à l'époque on parlait de 30%. Le deuxième pilier, c'est le développement des énergies renouvelables. Et c'est là aussi que c'est un grand virage. Développement que nous souhaitons très fort sur les énergies renouvelables, un changement d'échelle, qui sont fiables technologiquement et compétitives économiquement. Et c'est donc principalement l'énergie solaire photovoltaïque, dont les coûts de production ont baissé de façon extraordinaire ces dernières années, mais aussi l'éolien terrestre, éolien offshore posé, éolien offshore flottant, avec là aussi des coûts de production qui ont baissé ces dernières années et qui nous permettent d'envisager de passer au minimum, en tout cas moi je le conçois comme un objectif minimum en 10 ans, de 45 gigawatts installés à plus de 100. Donc c'est plus que doubler la capacité de production d'énergie renouvelable. Et je dis souvent, cette transition énergétique, c'est ici et maintenant. On ne la renvoie pas à plus tard. On ne dit pas oui d'accord, mais plutôt dans un temps plus long, où on ne la renvoie pas ailleurs, chez les autres. Mais je vous dis ça, vous en êtes sans doute convaincus, mais vous devez aussi savoir que ça reste une bataille politique forte, de tous les instants. Je vous le dis, il y a encore des gens qui disent aujourd'hui, j'ai vu sur le nuage de mots, et on pourrait le reprojeter, le mot qui est arrivé en premier, c'est urgence. Mais il y a encore des gens qui disent aujourd'hui, il faudrait quand même réfléchir au rythme de la transition écologique, au rythme de la transition énergétique. Et croyez-moi, quand ils disent cela, ce n'est pas pour appeler à une accélération. Eh bien moi, je vous le dis comme je le pense, je n'ai pas l'impression que l'on mène cela à un rythme effréné, et moi je fais partie de ceux qui me battraient tout le temps où je serai à cette responsabilité, comme je l'ai fait à d'autres responsabilités auparavant, pour qu'on aille plus fort, plus vite et plus loin sur cette transition énergétique, passant par le développement des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Et qu'on ne le renvoie pas ni à plus tard, ni ailleurs. Quand je dis cela, c'est concret. Quand nous avons décidé, c'est mon prédécesseur qui l'avait annoncé, et il me revient de mettre en œuvre cette décision, de fermer les centrales à charbon. Quand je vais sur chaque site, eh bien, ça peut se comprendre de la part de celles et ceux qui y travaillent. Mais aussi, et là, c'est déjà, à mon sens, déjà un problème de cohérence d'un certain nombre de responsables politiques qui, au niveau national, prônent une politique climatique ambitieuse, des engagements clairs, mais ils me disent, mais pourquoi on fermerait nos centrales à charbon en France ? Que les Allemands commencent, que les Polonais commencent, qu'on le fasse. Et il y a un site, par exemple, à Saint-Avold, en Moselle, qui est alimenté d'ailleurs par du charbon débarqué ici, je crois, à Dunkerque. Ils me disent, mais qu'on commence de l'autre côté de la frontière, c'est juste à côté. Nous avons fait le choix, et nous l'assumons, au contraire, alors que nous n'en avons plus que 4 des centrales à charbon. En effet, de dire, nous allons les fermer, nous appelons à la sortie du charbon en Europe et dans le monde, nous devons montrer la voie et ne pas renvoyer cela aux autres. Quand je dis aussi la transition énergétique, c'est ici et maintenant, je crois qu'on ne peut pas mieux dire, monsieur le maire de Dunkerque, ici à Dunkerque. Et j'ai de nombreux exemples qui me reviennent en mémoire et qui concrétisent à la fois la transition énergétique et qui montrent l'ampleur des enjeux.
C'est ici à Dunkerque que la première éolienne terrestre a été installée en France, à une époque où personne n'y croyait et où tout le monde pensait que ça resterait quelque chose de totalement marginal, que c'était juste pour faire plaisir à quelques militants écologistes ou à quelques partisans des énergies renouvelables. Mais c'est ici à Dunkerque, il y a quelques semaines, Monsieur le maire, qu'ensemble, nous avons signé avec le Premier ministre l'appel d'offres pour un projet éolien offshore, qui là n'est pas le premier, mais qui va peut-être, en tout cas c'est ce que nous espérons, être le premier à produire de l'électricité au prix du marché, sans subvention. Et c'est notre objectif. Nous voulons que les énergies renouvelables, fiables technologiquement, compétitives économiquement. Et ce critère, nous l'appliquerons d'ailleurs à tous les modes de production d'électricité et d'énergie en général. Mais c'est aussi ici à Dunkerque, je le sais, qu'il y a un enjeu extrêmement fort, parce qu'il ne faut pas faire semblant, ne regarder qu'une partie du sujet autour, par exemple, de la sidérurgie. Et bien sûr que nous devrons relever le défi de la réduction des émissions de CO2 de la sidérurgie, tout en maintenant ces activités sidérurgiques sur notre territoire. Car on sait très bien que si on prenait des mesures qui conduisaient à la délocalisation, ce serait dans des pays où l'empreinte carbone de la sidérurgie serait bien pire. Et on ajouterait en plus l'empreinte carbone du transport. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Et nos compatriotes qui demandent à ce que l'effort soit partagé, évidemment, ils pourraient dire « mais pourquoi vous exonérez certaines industries de l'effort ?» Nous le faisons à court terme parce qu'il y a une nécessité de compétitivité, mais nous voulons relever le défi, notamment avec des nouvelles filières comme l'hydrogène par exemple. Et je sais aussi qu'il y a un projet, à petite échelle pour l'instant, mais un projet d'hydrogène à Dunkerque, et cela montre bien concrètement les initiatives des collectivités locales, en s'inscrivant dans leur territoire, dans leur histoire. Et il y a aussi la centrale nucléaire de Gravelines. Je ne vais pas faire comme si ces sujets n'existaient pas. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, et c'est évidemment une orientation forte de cette politique, de ce virage, c'est le rééquilibrage, la diversification des modes de production d'énergie, et j'insiste, d'énergie en général et d'électricité en particulier, avec un rééquilibrage, avec une décroissance progressive du nucléaire que nous assumons et qui concernera un certain nombre de sites, dont Gravelines, parce que nous avons voulu dire les choses en demandant à l'opérateur EDF de faire des propositions concrètes dans le cadre de cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui vise des fermetures anticipées, progressives, pilotées. Nous ne voulons pas subir les choses et il suffit de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la frontière pour voir ce qui peut arriver si on n'anticipe pas et si on laisse les choses aller au fil de l'eau. Nos voisins belges le voient avec un parc nucléaire plus ancien que le nôtre. Dans la mise en œuvre de cette transition énergétique et notamment de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, pour moi, la question des territoires est centrale, la question de la déclinaison sur les territoires, la question de la mobilisation des acteurs sur les territoires, la question de la valorisation des atouts de chaque territoire. Et notre pays a de nombreux atouts qui aujourd'hui ne sont que très imparfaitement ou de façon très insuffisante des atouts qui pourraient être davantage développés. Vous les connaissez sans doute, mais c'est vrai que les Français n'en ont pas toujours conscience. Et dans le débat politique, on en parle très peu. Souvent ce que j'appelle pour ma part l'énergie made in France. Pas simplement en clin d'œil à un ancien ministre de l'Industrie, qui n'était pas très favorable d'ailleurs à la diversification énergétique, et c'est bien dommage, parce que, en l'occurrence, c'est la filière bois-énergie, c'est la filière méthanisation, c'est la filière géothermie, c'est la filière évidemment éolienne, éolienne terrestre, éolienne offshore, demain éolienne offshore flottante, c'est la filière solaire photovoltaïque. Il y a de nombreuses filières qui se déclinent de façon différente d'ailleurs, sur tous nos territoires. C'est bien sûr l'hydroélectricité qui a encore un grand avenir. Ce sont les réseaux de chaleur. Là aussi, c'est quelque chose qui est quasiment absent du débat politique. Je fais de nombreux débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur les questions de transition énergétique. Il se trouve quasiment personne pour parler des réseaux de chaleur, alors que c'est un des principaux leviers d'action pour à la fois réduire nos émissions de CO2
offrir à nos concitoyens un moyen de chauffage dont la facture soit maîtrisée, d'avoir une meilleure efficacité et d'utiliser nos ressources, notamment la ressource du bois. Et nous avons beaucoup de progrès à faire pour développer cette énergie made in France territorialisée et qui développe de l'activité, des emplois sur tous nos territoires. Et qui le fait dans la durée. Et qui le fait sans opposer les territoires ruraux et les territoires urbains. Et là aussi, je me battrai autant de temps qu'il faudra pour combattre ces clichés, ces idées reçues qui font tant de mal à notre pays, tant de mal à la politique énergétique et même économique de notre pays, consiste à dire que l'écologie, la transition énergétique, tout ça c'est pour les bobos urbains et que ce serait au détriment des ruraux, au détriment des ouvriers, des employés, des classes populaires. Enfin, je crois que Dunkerque le démontre avec sa tradition industrielle, portuaire, ouvrière, comme beaucoup de collectivités locales ou de porteurs de projets le démontrent tous les jours dans nos campagnes. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est surtout dans nos campagnes qu'il y aura des retombées, qu'il y a déjà des retombées pour cette transition énergétique. Et tous ceux qui, dans le débat politique, continuent, parce qu'ils continuent naturellement, à creuser ces clivages et à mettre sans cesse, à réduire cette question à ces oppositions entre ruraux et urbains, rendent un très mauvais service à notre pays et sont complètement ignorants de la réalité que vous vivez, que vous mettez en œuvre partout sur les territoires grâce aux initiatives des élus locaux. Et j'ai pour habitude de dire que la transition énergétique, en quelque sorte, elle sera territoriale ou elle ne sera pas. Et la transition énergétique, elle sera ancrée dans les territoires, elle ne sera pas. La transition énergétique, elle se développera dans les territoires où elle ne sera pas, où elle ne se développera pas. Et donc je compte beaucoup sur la mobilisation des élus locaux et sur le fait que nous soyons en partenariat. Alors bien sûr, je ne méconnais pas les divergences politiques qui peuvent exister. Je disais ici et maintenant, tout à l'heure, valoriser, monsieur le maire, ce qui se fait à Dunkerque. Je sais aussi que ici et maintenant, dans cette région, certains prennent des positions très virulentes contre le développement des énergies renouvelables. Je ne crois pas, et notamment contre l'éolien. Je ne crois pas qu'ils rendent service à leur région, à l'industrie de leur région, aux entreprises de leur région, et donc aux ouvriers, aux techniciens, aux ingénieurs qui travaillent dans ces entreprises et dans ces industries, et puis surtout à l'avenir de leur région. Mais ça, c'est le débat démocratique, nous continuerons à l'avoir. Mais pour toutes celles et tous ceux qui, et je suis persuadé qu'ils sont nombreux et majoritaires, qui sont prêts à s'engager avec les objectifs clairs sur le climat, sur la diversification énergétique, sur les économies d'énergie, alors nous devons être partenaires. En tout cas, c'est ma conviction, notamment sur la question que l'on sait toujours sensible, centrale même, de l'acceptabilité. Mais je vois bien que certains agitent les peurs sur l'éolien, par exemple. Et me disent, viennent me voir même, non mais monsieur le ministre, l'éolien, on est arrivé à un seuil maintenant de tolérance qu'on ne peut plus aller au-delà. Peut-être que dans certaines régions on en a déjà beaucoup fait, et ce serait bien que les régions qui en ont moins fait en fassent davantage. Ça c'est sûr. Si vous regardez la carte de France, il y a quand même des trous assez importants. Le Grand Sud-Ouest, par exemple. Et je vois les élus du Sud-Ouest, et c'est très bien, se mobiliser en Aquitaine, en Occitanie, pour l'éolien offshore, et je ne peux que les encourager à poursuivre dans cette voie, et ils me trouveront là aussi comme un partenaire volontariste, mais il faut aussi en faire de l'éolien terrestre. Je dis cela au passage. Mais l'acceptabilité, je suis convaincu qu'évidemment, on la travaille mieux à l'échelle locale. Parce que je ne méconnais pas les difficultés, vous le savez sans doute comme moi d'expérience, nous aurions tous des anecdotes à raconter. Il n'y a pas un mode de production d'énergie qui ne suscite pas des oppositions. À commencer par exemple, si aujourd'hui il nous prenait l'idée d'installer une nouvelle centrale nucléaire, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait le faire sur le territoire français, à part là où il y en a déjà. Parce que l'acceptabilité est extrêmement faible. On le sait avec l'éolien. Le solaire, certains me disent le solaire photovoltaïque, là, il n'y a pas de problème. Détrompez-vous. Enfin, si vous pensez cela, détrompez-vous. Il y en a, évidemment, conflit d'usage, terres agricoles. Mon ministère se retrouve au cœur des contradictions, puisque c'est dans mon ministère qu'on veut développer les énergies renouvelables, et c'est aussi dans mon ministère qu'on veut protéger les espaces naturels. Et c'est normal, mais moi, je souhaite, et je le dis, et je l'ai dit d'ailleurs aux agents de mon ministère, il faut que nous ayons une hiérarchie de priorités. Et notre priorité, c'est
de développer les énergies renouvelables dans notre pays. Mais j'ai aussi en mémoire, et j'ai des exemples par rapport là aussi au biogaz, où on pourrait penser que c'est quelque chose qui ne pose pas de problème. Malheureusement, ça en pose. J'ai même en mémoire, je parlais des réseaux de chaleur, d'un quartier de Nantes où il y avait eu des habitants qui avaient toujours été à la pointe, notamment par leur vote, et tant mieux, pour la transition écologique, mais quand il s'est agi d'installer une chaufferie bois pour un réseau de chaleur à la lisière de leur quartier, ils ont monté un collectif pour dénoncer ce qu'ils appelaient une centrale thermique, et en prenant des images d'ailleurs pour faire peur aux gens de centrales thermiques. Bon, ça a été fait, et je ne peux que saluer d'ailleurs la détermination des élus locaux qui ont su dialoguer avec leur population, mais en même temps faire des choix, décider et mettre en œuvre. Et je sais que là aussi, la démocratie locale, comme la démocratie au niveau national, on ne résoudra les tensions, les difficultés, les conflits sur les sujets écologiques, car évidemment les sujets écologiques n'échappent pas aux conflits, aux tensions. Ne croyons pas qu'il y aurait le bien écologique qui triompherait du mal sans aucun problème. Ça n'existe pas dans aucune société, et d'ailleurs d'une certaine façon, tant mieux. C'est toujours par le débat, la discussion démocratique que nous le résoudrons. Et le grand débat national qui est en cours, il a aussi cette vocation, non pas à tout aplanir, mais à poser les choses sur la table et ensuite à trancher. Débat et choix démocratique, car il faut faire des choix. Si on ne fait pas de choix, notamment en matière énergétique, on ne fait rien. Et j'ai déjà pris un certain nombre de mesures, et nous continuerons à le faire, pour faciliter les initiatives locales. J'ai déjà signé plusieurs décrets sur l'éolien et la simplification, sur le fait que l'on raccourcisse les procédures et que l'on réduise les capacités de contentieux et de recours. Sur le biogaz, nous avons pris aussi un décret sur ce terme un peu barbare de réfaction tarifaire, mais je pars du principe que, évidemment, vous savez mieux que moi encore ce que c'est, de quoi il s'agit. C'est très concret pour faciliter le développement des projets et aussi leur rentabilité, ou en tout cas le fait qu'on puisse baisser les coûts. Sur le solaire photovoltaïque, je vous annonce aussi d'ores et déjà, ça n'est pas encore fait, mais ça va être fait dans les jours qui viennent, que je vais déplafonner au-delà des 30 mégawatts la surface maximale pour tout ce qui touche au terrain dégradé. Donc ça peut concerner, j'imagine, un certain nombre de projets sur un certain nombre de territoires, d'anciennes décharges ou autres. Enfin, vous connaissez cela très bien et ce sont des opportunités dont il faut se saisir. Et enfin, je voudrais finir en parlant du sujet qui n'est peut-être pas le plus facile, mais que moi je veux affronter sans détour, qui est celui de la taxe carbone. Et je dis volontairement la taxe carbone. Ne jouons pas sur les mots, ne cherchons pas à diluer en parlant de fiscalité écologique ou en parlant de contribution climat-énergie, même si c'est son terme officiel. Parce que les Français, d'abord, ne s'y trompent pas, et je crois qu'ils sont bien assez grands pour prendre eux-mêmes la question en main de la taxe carbone. Ayant été, comme vous le savez, élu local, national, avant d'être ministre, j'ai un peu de mémoire sur les débats. Je sais d'expérience que lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre de façon générale, globale, d'appeler à la mise en œuvre de la politique sur le climat, il y a en effet un très large consensus, et tant mieux. Nous ne sommes pas un pays où les climato-sceptiques prospèrent, tant mieux. Lorsqu'il s'agit de dire « donnons un prix au carbone », et c'était un des enjeux de la COP 21 à Paris, c'était encore un des enjeux de la COP 24 à Katowice en Pologne, là aussi, tout le monde dit c'est un des leviers les plus importants et les plus efficaces pour mener une politique en faveur du climat. Et donc il faut être concret. Quand on dit donner un prix au carbone, il n'y a pas 36 solutions. Il y a les quotas carbone, mais les quotas payants, et il y a la taxe carbone. D'ailleurs, ça revient un peu au même. Pas tout à fait le même mode de calcul et de prélèvement, mais c'est de fait un renchérissement du coût de l'utilisation de tout ce qui émet des gaz à effet de serre. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est un levier, pas le seul, et nous en avons bien d'autres et nous allons continuer à les développer. Et la politique climat ne se résume pas à la taxe carbone, mais c'est un des leviers. Au passage, je vous le dis parce que je constate que peu
l'ont noté qu'en 2018, nous avions en effet mis en œuvre une hausse de la taxe carbone au 1er janvier, votée par le Parlement en 2017, après d'autres votes en 2015, lors de la loi de transition énergétique, même si la ministre qui a porté cette loi à l'époque l'a manifestement oubliée. Et moi, je ne l'ai pas oublié, je l'ai voté d'ailleurs. Je l'ai soutenu et je continue à le soutenir. Eh bien, en 2018, la consommation de carburant en France a baissé. On nous dit qu'il faut agir sur un des gros émetteurs de CO2, c'est les transports. Quand on parle des transports, c'est la voiture, les camions, c'est les voitures, les camions, les émissions de CO2 liées à l'utilisation des carburants fossiles. Je ne dis pas que c'est forcément le résultat mécanique, enfin tout de même. Et que les gens ne croient pas que c'est parce qu'il y a eu justement les troubles dans le pays au dernier trimestre, puisque cette tendance était déjà à l'œuvre sur les premiers trimestres de l'année 2018. Quand même, c'est important, parce qu'il y a des gens qui disaient « mais non, ça ne marche pas, ce n'est pas efficace ». On constate quand même que c'est un signal qui permet aux gens, aux Français, aux individuels comme aux entreprises de prendre des mesures, de se projeter, et c'est bien le but de la trajectoire carbone, de se projeter, parce qu'évidemment, quand on change de véhicule, quand on change de véhicule dans une entreprise, de camion, quand on change de mode de chauffage, etc., il faut quand même avoir une certaine visibilité dans le temps, vu la durée d'amortissement. Et oui, nous avons marqué une pause que nous avons décidé et annoncé à la fin de l'année dernière, compte tenu des contestations qui s'étaient fait jour au travers de ce qu'on a appelé le mouvement des Gilets jaunes. Nous en avons pris acte et donc nous avons marqué une pause. Et d'une certaine façon, cela permet de démontrer que nous n'avons pas fait la hausse de la taxe carbone au 1er janvier 2019. Si nous l'avions fait, 3 centimes. Quand je le dis d'ailleurs à ceux qui le contestent, aux Français, ils me regardent souvent avec des yeux ronds parce qu'eux, ils croyaient que c'était 20 centimes. Ils croyaient que la hausse du mois d'octobre 2018, c'était lié uniquement aux taxes. Ils ne le croyaient pas par hasard ou par mauvaise foi. C'est parce qu'un certain nombre de gens leur avaient répété indéfiniment cela. Et ils l'ont répété dans le débat politique. Il y a des parlementaires dans la salle, ils le savent, au Sénat, à l'Assemblée nationale, un certain nombre d'oppositions diverses et variées, de couleurs politiques différentes, situées sur tout l'échiquier, n'avaient qu'un seul ennemi, la taxe carbone, la fiscalité écologique. Non seulement il fallait arrêter la trajectoire, mais il fallait revenir en arrière. Nous avons fait le choix, nous, de stopper la progression, mais de ne pas revenir en arrière. Et ça, je tiens à le dire, extrêmement important, le socle, il est là, et il fait d'ailleurs que nous sommes un des pays européens qui a été le plus volontariste sur le sujet. Moi, je souhaite que la question de la trajectoire, et je l'ai déjà dit dans mes vœux au début du mois, soit en débat. Et il n'est pas question de dire que c'est terminé, qu'il n'y aura plus jamais en France de trajectoire sur la taxe carbone comme d'autres pays l'ont fait. Au passage, la Suède, par exemple, qui l'a fait, l'économie suédoise ne s'est pas effondrée, le pouvoir d'achat des Suédois ne s'est pas effondré, et la Suède est un des pays les plus à la fois dynamiques économiquement et solidaires du point de vue social. Donc ça montre que ce n'est absolument pas antinomique. Donc moi je souhaite ensuite, évidemment, que l'on tire les conséquences de ce que nous ont dit les Français. Il ne s'agit pas de reprendre là où on l'avait arrêté comme si de rien n'était. Qu'est-ce que nous ont dit les Français? Il y a ceux qui sont contre, par principe. Bon, j'essaierai de continuer à les convaincre, mais à un moment donné, il y a des choix à faire. Puis il y en a qui disent, d'accord, mais à quoi sert l'argent? Où va l'argent qui est ainsi prélevé? 3 centimes de taxe carbone, c'est à peu près 2 milliards d'euros de recettes. 2,2, 2,3. Simplement les 3 centimes, je ne parle pas de la convergence diesel-essence ou d'autres taxes. Et ensuite, ils nous disent, donc, est-ce que ça va bien la transition écologique? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a des mécanismes de solidarité? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement social pour passer cette transition, l'effort qui est à fournir? Est-ce qu'il y a de la solidarité sous d'autres mécanismes? Eh bien, moi je dis oui, travaillons sur ces aspects. Un, le partage de l'effort. Est-ce que l'effort, parce que derrière la solidarité, il y a aussi l'idée, c'est un effort, c'est vrai, de réduire les émissions de CO2, de changer. Est-ce que cet effort est partagé? Est-ce que c'est aussi le transport aérien, le transport maritime? Je le dis dans un port. Parlons concrètement, franchement, pas comme si c'était toujours ailleurs. C'est ici et maintenant. Le transport routier, par camion.
paye moins, et ainsi de suite. Tout doit être sur la table, et moi je l'ai dit par rapport au transport aérien, par exemple, on peut tout à fait, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, se battre pour qu'il y ait une taxation du kérosène, alors qu'il n'y en a pas aujourd'hui. C'est une aspiration légitime des Français de dire l'effort doit être partagé. Ce n'est pas pour ça que ce ne sera pas un effort, hein, mais il doit être partagé. Répondons aussi sur l'utilisation des ressources. Pour moi, ça doit être dans le débat. Je sais que beaucoup d'élus portent aussi ces questions-là, et que les propositions soient mises sur la table. Est-ce que c'est affecté spécifiquement? Déjà, une part aujourd'hui est affectée à la transition énergétique. Parce que j'ai parlé du développement de l'éolien ou du solaire, quand c'est avec subvention, aujourd'hui 7,3 milliards dans le budget 2019. Pas des petites sommes. Et on paye les engagements du passé, et c'est normal. Eh bien, c'est payé, c'est un compte d'affectation qui vient de la taxe carbone. Et il y a, dans ce cadre, il y a le retour aux citoyens. Il y en a déjà des retours aux citoyens. Quand on fait la prime à la conversion pour les véhicules, c'est un retour concret, avec des aides renforcées, plus importantes, pour les revenus les plus modestes. Et ça, c'est 600 millions par an. En tout cas, l'an dernier, ça a été 600 millions. Et comme on ambitionne que ça continue, voire que ça se développe, on est dans les mêmes ordres d'idées. C'est pas loin déjà du tiers de ce que rapporte 3 centimes de taxe carbone supplémentaire. Et puis pour les territoires, soyons concrets, monsieur le maire, vous m'avez interpellé en quelque sorte, mais je sais que vous portez, vous n'êtes pas le porte-parole, mais de fait c'est une revendication ou une aspiration qui est partagée. On voit aussi le sénateur Ronan Dantec qui est là et qui travaille là-dessus de façon très concrète au Parlement déjà depuis longtemps. Il y a des propositions. Moi, je suis ouvert à ce qu'on discute concrètement, que ce soit très concret sur l'engagement par rapport à la politique climat, par rapport à la taxe, parce que si c'est pour dire à l'État augmenter les taxes, mais que lorsqu'on le fait et qu'on se retourne, il n'y a plus personne pour soutenir, voire que les mêmes qui nous ont dit faites-le, et d'ailleurs on aimerait bien qu'une partie de la recette nous revienne, nous tapent dessus pour dire aux Français et à leurs concitoyens vos problèmes ils viennent de la taxe carbone, là ça ne marche pas. La logique partenariale, c'est pas d'être d'accord sur tout, c'est pas de soutenir le gouvernement, c'est pas ça qu'on demande. C'est qu'on se met d'accord sur un mécanisme, sur un dispositif, on le porte ensemble. Parce que vous savez bien que ce ne sera pas une petite bataille. Quand moi je dis on relève le défi de la trajectoire de la taxe carbone, on peut discuter du niveau, du rythme d'ailleurs. On avait dit 3 centimes par an parce que c'était 10 € par tonne de CO2, mais on peut faire 1, on peut faire 2. Même plus si certains veulent, mais enfin je ne crois pas que ce soit l'aspiration. Là, si on est d'accord sur ça, on peut discuter concrètement, et j'aurai une réunion d'ailleurs dès ce matin avec une délégation, enfin en tout cas de représentants de différents niveaux de collectivités. Je recevrai à mon ministère dans les jours et les semaines qui viennent les représentants de tous les niveaux de collectivités et je leur dirai que ça c'est sur la table, que le gouvernement est prêt à avoir des discussions. Je sais qu'il y a des leviers, il y a les plans climat, air, énergie territoriaux qui ont été prévus par la loi, mais qui n'avaient pas fait l'objet de moyens affectés. Ça peut être un levier, puisque là, il y a des objectifs concrets. On peut mesurer les effets. Et moi, je suis très attaché à la démarche contractuelle où on se fixe des objectifs, on mesure les résultats et on peut même avoir aussi en quelque sorte une rémunération sur les résultats. On peut avoir un accompagnement sur le fait de lancer les choses et ensuite d'avoir une rémunération sur les résultats. C'est quelque chose que je prône pour les citoyens. C'est une forme de retour, puisqu'on est capable de donner un prix au carbone lorsqu'on l'émet. On pourrait lui donner un prix lorsqu'on ne l'émet pas et lorsqu'on fait des efforts pour le réduire, mais sur la base des efforts. On me dit qu'il y a actuellement 14 plans climat-énergie territoriaux signés. Il y a 700 collectivités qui doivent le faire et il y en a 75% qui ont engagé la démarche. Donc ça prouve qu'il y a une dynamique et qu'on pourrait s'inscrire. Il y en a d'autres, il y a les schémas régionaux, il y a d'autres mécanismes contractuels ou partenariaux, il y a les contrats de transition écologique que le gouvernement a lancés, c'est une autre forme d'accompagnement. Moi, je suis ouvert, tout est sur la table et on en discute concrètement. Mais évidemment, ça ne peut pas être le matin, oui, on voudrait une partie de la recette de la taxe carbone pour réaliser des projets, pour faire des choses, et l'après-midi ou le soir,
haro sur la taxe carbone. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est même pas une question de cohérence politique, ça ne marchera pas. Nos compatriotes ne nous suivront pas. Or, il faut entraîner. Il faut qu'on ait une majorité, qu'on sache convaincre, alors que vous savez bien que ce n'est pas facile dès qu'on parle de fiscalité. D'ailleurs, si on fait un sondage, de toute façon, les gens seront contre. Parce que toute hausse de fiscalité, ce sera toujours une réponse négative, sauf si c'est les autres. Mais si ça concerne tout le monde, donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de convaincre que l'on a répondu aux questions légitimes des Français, d'ailleurs auxquelles on aurait dû répondre avant. Tirons les leçons, et je ne le dis pas spécialement, ce n'est pas moi qui étais ministre avant, j'étais pour cette politique et je l'assume totalement. Eh bien, on n'a pas assez dit, voilà ce que l'on fait de l'argent de cette taxe, à quoi ça sert, quel est le retour aux Français, le retour au territoire. Donc pour ce qui est le volet territorial, parlons-en concrètement. Moi j'y suis tout à fait prêt, car encore une fois je suis convaincu que ce n'est pas en faisant chacun dans notre coin des choses que nous y arriverons. Le défi est tellement lourd, mais tellement passionnant à relever que nous pouvons le faire ensemble, et c'est en tout cas le message que je voulais vous délivrer ce matin. Merci encore à vous pour votre mobilisation tout au long de l'année et bons travaux pendant ces assises européennes de l'énergie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Vous allez rester sur le site de ces assises encore quelques moments pour rencontrer des groupes, visiter le village également. Merci en tout cas. Vos propos ont été écoutés par les co-organisateurs de ces assises et nous allons débriefer avec eux dans quelques instants.